Check-up vous est présenté par l'agence santé de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Check-up, le magazine de la santé de Télé Grenoble. Ce mois-ci, notre dossier sera consacré au dépistage du cancer colorectal. Mais avant cela, je salue mon premier invité, Alexandre Sage. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes dentiste et fondateur de Solident. Vous nous expliquerez de quoi il s'agit dans quelques minutes. Et bien évidemment, je salue également Vincent Templard. Bonjour Vincent. Bonsoir Marie-Claude. Vous êtes président de Medicalp, le cluster des entreprises de santé innovantes de Grenoble et Isère. Et comme tous les mois, vous nous accompagnerez pour nous apporter votre expertise. Mais Avec pour l'heure, plaisir. on va s'intéresser à une drôle de fusée qui doit permettre aux jeunes enfants de mieux appréhender l'examen par IRM. Décollage immédiat, objectif le CHU de Grenoble où les bénévoles des Blues Roses viennent de sortir de leur chapeau une machine qui facilite la coopération des enfants qui doivent passer une IRM. Il n'en existe que 16 dans le monde. Voyez ce reportage d'Olivier Escalon. L'enfermement, l'immobilité et surtout le bruit. Passer une IRM peut être stressant pour un adulte et qui plus est pour un enfant. Au CHU Grenoble-Alpes, l'association Les Blues Roses, qui propose des animations aux jeunes patients, s'est approprié cette problématique. Grâce à des dons, elle acquiert ce dispositif pour le service imagerie pédiatrique de l'hôpital Couple-Enfants, IRM en jeu. Alors, l'idée de l'IRM en jeu, c'est parti d'un constat simple. C'était pourquoi un examen a priori indolore nécessitait-il parfois des sédations ou une anesthésie générale. Donc le but, c'est de dédramatiser cet examen par le jeu, en leur montrant qu'il suffit de savoir faire la statue, que c'est comme une photo géante, et quand on ne bouge pas, les photos sont jolies. Et quand on sait faire la statue, après les médecins peuvent travailler de façon beaucoup plus simple et efficace. 3 séquences de son permettent à l'enfant de se familiariser avec l'ambiance sonore de l'examen. Un capteur détecte ses mouvements. S'il bouge, les voyants sont au rouge. S'il ne bouge pas, les voyants sont au vert. S'il est trop tôt pour établir des résultats chiffrés, équipe médicale et bénévoles des Blues Roses observent déjà des changements d'attitude chez les jeunes patients. Généralement, ce qu'on a constaté, c'est que l'approche des enfants était complètement différente parce que, comme vous avez pu le voir, l'appareil est assez ludique, ça ressemble à une grande fusée. Il y a des petits dessins animés, on leur propose de les enregistrer et ils peuvent voir ensuite s'ils ont effectivement bien fait la statue, sont bien restés immobiles, etc. Et à l'issue de l'examen, on leur donne un diplôme, un petit cadeau souvenir, etc. Et donc ça diminue fortement la dose d'inconnu de cet examen. C'est très très bien. Et bien tout à l'heure, quand tu vas aller dans le grand IRM des docteurs, il faudra faire la même chose, la statue, et ce sera parfait. Tout le monde applaudit. Bravo, bravo, bravo. Environ 2500 IRM sur des enfants sont réalisés à l'hôpital Couple-Enfants chaque année. Le coût de cet appareil est 25 000 € obtenu par les Blues Roses grâce à des dons de différents partenaires. Vincent, est-ce que la prise en compte de la douleur, notamment compte tenu de l'âge des patients, c'est un facteur qui est de plus en plus développé par les entreprises innovantes ? C'est un facteur qui est pris en compte, par l'ensemble des entreprises et par l'ensemble des personnels soignants. Notamment en pédiatrie, on le voit bien dans la façon y compris d'anesthésier, d'avoir parfois des pommades qui avant maintenant indolorisent la peau. Et puis d'une façon générale, dans l'ensemble du développement des technologies, des nouveaux dispositifs médicaux, la prise en compte du patient ou du praticien est extrêmement importante, renforcée par la réglementation. On sait que dédramatiser, ça a été dit dans le reportage, rassurer le patient, l'associer à l'acte qui va être fait, que ce soit un acte de diagnostic ou de soins, est extrêmement important aussi en définitive, son parcours de soins et son rétablissement. Absolument, et jusqu'au diagnostic. Alors Alexandre Sage, je l'ai dit en introduction, vous êtes dentiste. On peut dire que ce n'est pas vraiment le corps médical que les enfants préfèrent. Est-ce que vous avez un truc pour les amadouer ?
Non, on n'a pas de truc. On essaye tous d'avoir nos petites spécificités. Nous, on les drague avec des petits cadeaux à la fin. Pas des bonbons, j'imagine? Non, pas des bonbons. Mais c'est vrai que la prise en compte de la douleur, nous, en dentisterie, ça fait des années que ça s'est quand même vachement amélioré. Et les enfants, effectivement, si vos entreprises innovantes ont envie d'inventer d'autres choses, alors effectivement, ça serait beaucoup plus d'enfants, parce qu'il y a beaucoup plus d'enfants qui ont besoin de soins dentaires que d'enfants qui ont besoin d'IRM. Mais c'est sûr que ça serait intéressant, parce qu'avoir une anesthésie dans la bouche pour un enfant qui a 4 ans, même si le praticien essaye d'aller le plus doucement possible, c'est quand même un acte invasif. Donc, il faut user de... Une aiguille qui fait peur, Voilà, donc il faut rassurer. Non, normalement, ça fait pas mal, mais ça fait pas mal si l'enfant il bouge au moment où on commence à injecter. C'est difficile, quoi. Donc, il faut d'abord vachement rassurer. Et je pense que là, la fusée, elle sert d'abord à ça, à les rassurer, pour ensuite être moins craintif dans l'examen. Alors, on va vous retrouver pour un tout autre domaine, puisque vous êtes venu nous présenter Solident. 1 an et toutes ses dents, l'association Solident fête sa première année d'existence à Grenoble. Vous êtes donc à l'initiative de ce projet. Vous avez d'ailleurs tenu il y a peu votre assemblée générale. Comment avez-vous eu l'idée de créer Solident, cette structure qui apporte des soins bucco-dentaires aux personnes sans couverture sociale? L'idée, elle est venue on s'est inspiré de ce qui existait à Paris, où à Paris, il y a un bus dentaire social qui existe, qui finalement ne bouge pas beaucoup, il est souvent basé au SAMU social. Voilà. Et on a vu que ça existait à Paris, donc moi j'avais envie de faire un peu d'humanitaire. Mon domaine de prédilection, c'est les dents. Et sur Grenoble, au fait, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de passe dentaire. Les passes, c'est les permanences d'accès aux soins de santé. Donc, c'est les structures médicales qui prennent en charge les patients qui n'ont pas de couverture sociale, justement. C'est principalement des patients soit désociabilisés, soit qui sont en migration et donc qui viennent d'arriver, qui ont un délai administratif avant d'avoir accès à des prestations sociales. Et sur Grenoble, il n'y avait rien du tout depuis plus de 15 ans où le petit cabinet dentaire de Médecins du Monde avait fermé. Ces patients, ils sont bien souvent refusés s'ils appellent directement le standard d'un dentiste. On leur demande s'ils ont une couverture médicale. Non, normalement, on ne demande pas, mais c'est vrai qu'un patient qui n'a pas de couverture sociale, il y a une notion culturelle derrière. Un patient qui n'a pas de couverture sociale, ça veut dire qu'il est dans un parcours de vie qui est très, très compliqué et il ne prend pas l'annuaire, il ne prend pas Internet pour appeler un dentiste. C'est des patients qui ont vraiment besoin de beaucoup d'accompagnement. Donc nous, on essaye d'apporter aussi cet accompagnement-là. Après, c'est sûr qu'un patient qui n'a pas de couverture sociale, souvent, galère de vie égale pas de moyens pour payer quoi que ce soit. Les patients qui ont une couverture sociale, finalement, les soins, ils sont pris en charge par la Sécu, en partie, par la mutuelle aussi. Après, il y a les prothèses dont on parle évidemment énormément. Mais les actes de base, ils sont pris en charge sans couverture sociale. Il n'y a évidemment pas de mutuelle derrière, donc il n'y a rien du tout. Donc c'est pour ça aussi qu'on a voulu créer Solident, pour répondre à un besoin de patient, mais pour répondre aussi à un besoin de toutes les structures publiques ou associatives qui s'occupent de ces personnes en situation de précarité et qui avaient un mur devant elles quand ils avaient des usagers qu'ils accompagnent qui avaient des problèmes dentaires. Alors justement, est-ce que ce sont elles, ces associations, qui conduisent ces patients jusqu'à vous ? Ouais. Exactement. Notre modèle de fonctionnement, entre guillemets, c'est justement ce qu'on appelle un modèle par prescription. C'est-à-dire qu'on n'a pas les outils nécessaires, nous, pour savoir si un patient qui se présenterait spontanément est couvert ou pas, que ce soit par la Sécu, la CMU, l'aide médicale d'État. Donc, on a fait des partenariats, au fait, avec toutes ces structures. Donc, on a commencé au début avec la passe médicale, Rome Action, Médecins du Monde. Puis ça s'est beaucoup étoffé. En 1 an, on a eu 27 prescripteurs nouveaux. Donc on les reçoit d'abord une première fois. Boris, notre médiateur sanitaire, les reçoit pour expliquer le fonctionnement. Et de ce fait-là, après, il nous les envoie comme je pourrais envoyer un patient à un spécialiste en médecine générale, par exemple. Ces bénéficiaires, ce sont qui exactement ? Est-ce qu'ils sont en attente de papier ? Est-ce qu'il y a des adultes, des enfants ? C'est qui ? C'est principalement des hommes, principalement des jeunes adultes entre 15 et 35 ans. On a beaucoup de mineurs isolés. Tout ce qu'on a entendu sur la jungle de Calais qui s'est un peu dispersé par la suite, ça a été disséminé un petit peu partout sur le territoire. On a beaucoup de mineurs isolés qui sont dans des situations compliquées parce que l'État essaye de définir s'ils sont majeurs ou pas, parce qu'en fonction de s'ils sont majeurs ou pas, ils ne sont pas pris en charge par les mêmes structures administratives, donc par les mêmes structures financières. On a quelques enfants, on a quelques personnes un petit peu plus âgées. Mais c'est vrai que on a quelques personnes désociabilisées. La majeure partie des gens qu'on reçoit sont des personnes issues des nouvelles vagues de migration.
forcément, pour faire tout ce parcours migratoire, c'est plus souvent des jeunes hommes qui sont en mesure d'y arriver. Combien de personnes travaillent à Solidan? Vous n'êtes pas tout seul pour les aider? Non, on a donc le fonctionnement, comme je l'ai expliqué, c'est un fonctionnement par prescription pour l'accueil des patients. Après, les soins, ils sont réalisés 3 matinées par semaine par des dentistes qui sont exclusivement bénévoles et volontaires. Ça, c'était aussi philosophiquement un peu un des nœuds de notre philosophie. Et on a 2 salariés, donc Boris Roche, qui est notre médiateur sanitaire, qui lui fait le lien avec toutes les structures partenaires, explique d'abord aux patients un peu comment ça va fonctionner, puis va les aider si besoin à recouvrir leurs droits. Éventuellement, on peut faire un petit peu d'accompagnement aussi social. Et puis, on a Sandrine Pourcelot, qui est notre assistante dentaire, comme dans un cabinet classique. On a vraiment monté l'association en voulant que ce cabinet dentaire soit à l'identique de n'importe quel cabinet privé. Donc, avec les mêmes matériaux, une assistante, la stérilisation, tout à l'identique. Et plein centre de Grenoble, dans un cabinet entre guillemets neuf, puisqu'on est dans une maison de santé pluridisciplinaire, pour que ce soit aussi un pied à l'étrier pour ces patients qui sont un peu perdus dans leur parcours de vie, pour qu'ils arrivent à un endroit où ils ont un rendez-vous à respecter, un horaire à respecter, pour qu'ensuite, quand ils aient leurs droits, ils ne soient pas complètement largués dans la jungle de la vraie vie. Vous disiez que les dentistes sont bénévoles, mais vous avez néanmoins des salariés, des collaborateurs. Comment êtes-vous financé? Comment l'association? Alors, les 2 seuls salariés, donc c'est les deux personnes que je viens de citer, le médiateur sanitaire et l'assistante dentaire. Les dentistes qui viennent travailler, encore une fois, le font sur leur temps libre et bénévolement. Nos financeurs principaux, c'est l'ARS. L'Agence régionale de santé, puisqu'on est donc on est sur les budgets justement que l'ARS peut avoir pour les permanences d'accès aux soins de santé. Les passes, maintenant, c'est inscrit dans la loi. Il devrait théoriquement y en avoir partout. C'est pas aussi simple que ça de gérer des territoires. Mais donc l'ARS nous finance principalement. Le reste, on a eu des financements privés. Dans notre première année d'exercice, on avait eu Geneviève Fioraso qui nous avait fait bénéficier d'une partie de sa réserve parlementaire. La ville de Grenoble a participé, la métro. Et puis on a fait un financement participatif pour gonfler un petit peu tout ça. Et puis on a vu des subventions de mécénat privé au tout début de l'action qui ont pu nous permettre justement de commencer à se dire ok, on a quelques euros de côté, donc on peut trouver des locaux, on peut commencer à faire avancer le projet. Quand les patients s'assoient dans votre fauteuil, ce sont des patients comme les autres, mais certains n'ont parfois jamais vu de dentiste. Donc encore une fois, vous l'avez bien dit, on avait notre assemblée générale hier soir, donc le rapport d'activité a pu nous sortir pas mal de stats, et au fait on a soigné, si je ne dis pas de bêtises, 380 personnes depuis le début, ce qui a représenté 930 consultations. Ça fait un ratio en moyenne de 2,5 fois par patient, parce qu'évidemment, ces patients qui sont dans des situations de vie compliquées, ils n'ont pas qu'une dent qui pose problème, donc on les revoit quand même au minimum 2 ou 3 fois avant qu'ils aient leurs droits ouverts. Et j'ai perdu un petit peu ce que vous disiez. Et ils n'ont, pour certains, jamais été chez un donc, il y en a dentiste. 1 sur 2, statistiquement, qui n'avait jamais vu de dentiste. Et le 1 sur 2 qui a déjà vu un dentiste, je peux vous assurer que ce n'est pas tout à fait dans les mêmes conditions et que certains ont pu me raconter comment ils se faisaient ficeler sur le fauteuil pour se faire extraire la dent sans bouger. Et on voit des choses qui sont compliquées dans leur bouche. Donc là aussi, on en parlait par rapport aux enfants pour les rassurer. On a un énorme travail d'explication pour rassurer les patients et leur dire que ça va bien se passer. Donc c'est pas forcément juste une toute petite carie de rien du tout, les pathologies que vous rencontrez? C'est des bouches qui sont, comme on dit, politiquement correctes, très dégradées. Donc il y a beaucoup de dents abîmées, beaucoup de dents absentes, beaucoup de caries. Nous, on va d'abord faire les soins d'urgence, vraiment pour soulager les douleurs, éviter les infections qui pourraient conduire à d'autres pathologies médicales. Et en gros, le temps qu'on traite ces douleurs-là, ces dents-là, donc 2, 3, 4 fois éventuellement, ça permet d'avoir ce délai administratif qui permet l'ouverture des droits. Et après, ce qu'on ne faisait pas au tout début, mais qu'on fait maintenant, on essaye ensuite d'aiguiller les patients vers des cabinets libéraux ou des cabinets mutualistes. Et c'est difficile parce que tous les cabinets sont saturés. Donc c'est pour ça que maintenant, on essaye de militer pour envisager une dentisterie publique, pour avoir une vraie structure publique qui pourrait accueillir des patients qui auraient une couverture sociale limitée. Et dans cette période d'innovation aussi politique, comme nous l'a demandé le président pour ses vœux, on essaye d'inventer des nouvelles choses, on espère que les pouvoirs publics nous suivront. Et le reste à charge zéro qui est aujourd'hui un peu médiatisé, si une structure publique pouvait porter ce panier de soins avec un reste à charge zéro, je pense que ça dépannerait beaucoup et qu'il y aurait moins de problématiques au niveau de la santé bucco-dentaire. Donc vous évoquiez les prothèses, le débat sur les prothèses. Est-ce que vous allez jusqu'à poser des prothèses parfois?
Non, pour plusieurs raisons, mais la première, c'est parce que c'est extrêmement chronophage, les prothèses. Pareil, chaque personne qui a déjà eu des problèmes et qui a eu besoin de couronne, bridge, implant, ça ne se fait pas en un rendez-vous. Notre dispositif, il est déjà saturé, on est excessivement sous-dimensionné. On a 1 mois de délai. Pendant l'année qui vient de s'écouler, il y a eu 2 périodes d'1 mois où on a demandé à nos prescripteurs de ne plus nous appeler, donc de faire comme si Solidant n'existait plus, pour maîtriser justement notre agenda et pour qu'on continue à avoir des délais qui sont raisonnables dans la gestion du soin d'urgence. Soin d'urgence, on ne peut pas dire rendez-vous dans 2 mois, c'est impossible. Un abcès, une douleur qui fait qu'on ne dort pas plusieurs nuits de suite, il faut pouvoir recevoir les patients quand même assez rapidement. C'est-à-dire que vous avez des difficultés à recruter des dentistes bénévoles ? Si on en avait plus, ça serait bien. Si on en avait plus, on pourrait peut-être ouvrir une 4e vacation. On a déjà des partenaires financiers qui nous ont dit qu'ils pourraient suivre pour une 4e vacation. On a commencé, on était 2 dentistes bénévoles. Aujourd'hui, on est 25, ce qui est déjà vraiment super. Mais à 25, chacun, le principe d'un bénévole, c'est qu'il fait ce qu'il peut quand il peut, et que c'est déjà super. Donc, on les remercie encore et toujours. Mais à 25, on arrive à meubler les trous des 3 journées par semaine sur 4, 5, 6 semaines. Ouvrir la 4e vacation, c'est pas encore, on n'est pas encore suffisamment solide au niveau de notre force bénévole. Donc si d'autres dentistes nous entendent et n'ont pas encore entendu parler de nous, ils peuvent évidemment nous rejoindre. Et pour vous contacter, il existe un site internet, c'est solidant38.com. Donc le bilan de cette première année, c'est qu'il faut continuer. Oui, et qu'il y a encore beaucoup à faire. Merci beaucoup Alexandre Merci Sage. On se remarque une petite pause et on se retrouve tout de suite après. Et nous sommes de retour dans Check-up pour parler cette fois-ci du dépistage du cancer colorectal. Je vous présente mes invités dans une petite seconde. Le cancer colorectal est le cancer le plus fréquent après le cancer de la prostate chez l'homme et le cancer du sein chez les femmes. Chaque année, au mois de mars, l'Office départemental de lutte contre le cancer participe à une campagne de dépistage. C'est Mars Bleu. Jocelyne Chevalier, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la communication à l'ODLC. À vos côtés, le docteur Marc Girard, bonjour. Bonjour. Vous êtes gastro-entérologue et vous opérez à la clinique des Cèdres, à Grenoble. Vincent Templard, président de Medicalp, est toujours avec nous. N'hésitez pas à intervenir dès que vous le souhaitez. Je n'y manquerai pas, Marie-Caroline. Alors, Jocelyne Chevalier, est-ce que le cancer colorectal, c'est un cancer méconnu? Est-ce que c'est encore un sujet tabou? Mais bien sûr, c'est un sujet tabou, c'est un cancer méconnu, c'est un cancer beaucoup moins connu, par exemple, que celui du sein. C'est un cancer qui, pourtant, comme vous le disiez, est vraiment fréquent. Et pourtant, on ne sait pas non plus qu'on peut agir contre ce cancer en prévention. Donc, la raison d'être, en tout cas, de ce Mars Bleu, c'est de pouvoir sensibiliser, informer tout le monde sur... quelle prévention, quel test de dépistage, quel examen de dépistage ou diagnostic existe pour éviter ce cancer qui, aujourd'hui, peut être le plus souvent évité et traité très tôt. Vous le disiez, informer tout le monde, c'est un cancer qui touche aussi bien les hommes que les femmes? C'est un cancer qui touche un petit peu plus les hommes que les femmes. Mais c'est un cancer pour lequel le dépistage est indispensable pour les hommes et les femmes. Quand on parle de Mars Bleu, on pourrait croire que le rose est dédié aux femmes et que le bleu aux hommes. Non, c'est certainement une erreur de graphisme. Mais le bleu, c'est vraiment... Mars Bleu, c'est pour les hommes et les femmes. On a tous un intestin, voilà. Oui, tant qu'à faire. C'est le Mars Bleu, ça s'adresse plus particulièrement à une catégorie d'âge? Alors, Mars Bleu, c'est l'information sur la prévention et le dépistage. Et l'ODLC, comme vous disiez, qui est chargé du dépistage des cancers sur le département, est chargé d'organiser le programme de dépistage qui, lui, s'adresse que aux personnes, hommes et femmes, âgées à partir de 50 ans jusqu'à 74 ans, puisque c'est la tranche d'âge où le risque est plus important et où le dépistage est plus efficace, puisque c'est un âge... Le premier risque, c'est l'âge de ce cancer-là.
Le dépistage a complètement changé depuis quelques années grâce à un nouveau test. Voilà, on en est à la 3e année d'utilisation de ce nouveau test qui est un test immunologique et qui est remis par les médecins traitants aux personnes à réception du courrier qu'envoie l'ODLC pour dire c'est le moment d'aller chercher le test et de le faire tous les 2 ans. Et c'est un test qui est en un seul prélèvement qui se fait à la maison, tranquillement. Évidemment, ce qu'on va prélever, c'est des matières fécales, c'est des selles dans lesquelles on va mettre un petit bâton qui permet d'être ensuite analysé, interprété dans un labo centralisé à Cergy-Pontoise et qui va détecter d'éventuelles traces de sang invisibles à l'œil nu, de sang humain, hémoglobine humaine, et qui va alerter sur « bah oui, vous alliez bien ». Mais là, il y a quelque chose qui saigne. Donc, dans ce cas, on va aller faire une investigation et faire une coloscopie. Là, c'est le domaine de Marc. Alors, avant d'arriver chez le gastro-entérologue, bien souvent, les personnes passent, en tout cas si elles n'ont pas reçu le test dans leur boîte aux lettres, peuvent passer chez leur médecin généraliste, chez leur gynécologue. C'est vraiment un rôle important. Très, très important, puisque en fait, les modalités de remise du test aujourd'hui, c'est d'aller chez son médecin traitant ou son gynécologue. On essaie de développer d'autres modalités alternatives de remise du test, puisque on sait qu'il y a des personnes qui n'ont pas de médecin traitant. Donc, en Isère, les médecins du travail commencent à remettre les tests. On les rencontre tous. On s'occupe aussi de l'Ain. Donc là, on a fait une expérimentation avec les pharmaciens. Et il va être prévu bientôt que les tests puissent être remis, envoyés par la poste, ça ce sera vers la fin de l'année, uniquement aux personnes qui ont participé une fois dans les 3 campagnes précédentes et qui là ne réagissent pas. Donc on va essayer de les aider en leur envoyant le test par la poste. Quel est le taux de dépistage aujourd'hui? Est-ce que vous notez déjà avec ce nouveau test une évolution de ce taux? Alors c'est un peu tôt parce qu'il y a juste une campagne depuis ce nouveau test. Donc en fait, on était à 46% en 2015 de participation, c'est-à-dire le rapport entre nombre de personnes invitées à faire le test ayant entre 50 et 74 ans et nombre de personnes réalisant leur test. Donc en fait, on était à 46% avec l'ancien test qui était moins performant. Et là, on est à 44% sur la campagne 2016-2017, puisque là, on vient d'avoir les chiffres. Alors, 44%, ça paraît peu. On espère faire beaucoup plus pour avoir une couverture meilleure. Mais quand on voit que le taux national est de 34%, on ne va pas faire cocorico, mais on fait partie des meilleurs départements. Il n'empêche que voilà, ce test est très simple et beaucoup plus performant et on regrette qu'il n'y ait pas plus de personnes qui puissent en bénéficier. Voilà. Alors justement, on va voir comment ça se passe chez un médecin généraliste qui propose ce test de dépistage avec le reportage d'Olivier Escalon. Le médecin généraliste est souvent le premier relais des politiques sanitaires auprès du public. À ce titre, il joue un rôle essentiel dans le dépistage du cancer colorectal. Chaque année, l'Office de lutte contre le cancer envoie 118 000 courriers en Isère pour inviter les personnes de 50 à 74 ans à se rendre chez leur médecin. Elles obtiendront ainsi un kit de dépistage et toutes les explications pour effectuer le test elles-mêmes. Alors, le rôle du médecin généraliste dans le dépistage du cancer colorectal est un rôle multiple. Sa première mission est de sensibiliser ces patients à l'importance de ce dépistage, qui est un dépistage qui a fait sa preuve, qui permet de réduire la mortalité par cancer colorectal. Mais aussi savoir distinguer les patients qui ne peuvent pas avoir recours au dépistage organisé tel qu'il est proposé par l'ODLC, car il existe quelques exceptions. Un nouveau test de dépistage a fait son apparition en 2016. Il multiplie par 2 la détection des cancers et par 3 celle des polypes à risque. Simple d'utilisation, il consiste à prélever un échantillon de sel à l'aide du kit fourni, à dater le tout et à le renvoyer. Les mots du médecin doivent permettre de convaincre le patient, parfois récalcitrant. Les médecins généralistes sont les mieux placés par la connaissance qu'ils ont de leurs patients, mais surtout, ils ont un rôle majeur parce que les médecins ont la confiance de leurs patients. Et c'est par ce lien de confiance qu'on va pouvoir entraîner des patients à faire un examen qui, a priori, peut les rebuter un petit peu,
pour leur expliquer tout le bénéfice qu'il y a à en attendre. Dans 96% des cas, le test sera négatif. S'il est positif, il devra être complété par une coloscopie. Jocelyne Chevalier, vous nous avez apporté un de ces tests sur le plateau. Il est donc très simple d'utilisation. Alors oui, le test est très simple et moi je trouve ça très intéressant de le montrer, y compris lors des actions de proximité de Mars Bleu. Ça permet un peu de démystifier ce test, de voir qu'il n'y a qu'un seul prélèvement. Donc en fait, ici, on a ce petit flacon avec une petite canule. Et puis moi, ce que je trouve absolument génial, dans la difficulté à faire ce test, il y a aussi celle de recueillir les matières. Et il y a eu une invention absolument géniale, qui est un papier sulfurisé qui se colle sur la lunette DVC, qui simplement permet de s'asseoir normalement et de faire le recueil. Et je trouve intéressant d'en parler parce qu'on est sur des matières qui ne sont pas nobles, on a toujours ces craintes-là, et là, pratiquement, on trouve une solution à quelque chose qui peut lever le frein de faire ce recueil et de se dire « Ah bah oui, c'est une fois, ok ». Comme quoi, il peut y avoir des inventions parfois très simples, Très mais simples, très utiles. Voilà. Et que l'innovation ne se cache pas forcément dans la complexité. Merci, absolument. Quelle est la fiabilité de ce test ? La fiabilité, alors je crois que c'est de 75%, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus fiable que le précédent. On découvre dans 4 cas sur 5, on découvre des traces de sang à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on ne les découvre pas à chaque fois, d'où la nécessité de garder en tête, je ne fais pas le test qu'une fois, mais je le fais tous les 2 ans, parce qu'il y a des chances pour que s'il y a un polype, il grossisse un peu et que la fois d'après, on le découvre. Donc même si le test est négatif, il faut le faire recommencer tous les 2 ans. 2 ans après. Tous les 2 ans, voilà. Et bien souvent, 96% de négatif, ça veut dire très souvent, il est négatif. Voilà. Est-ce que c'est un test qui est utilisé dans d'autres pays ? Alors, il y a d'autres tests immunologiques, mais pour ce test immunologique lié au dépistage colorectal, à ma connaissance... Oui, il y a la Hollande, il y a le Danemark, il y a pas mal de pays. C'est intéressant d'ailleurs de comparer les performances, parce que en France, on souffre un petit peu... L'accès au test hémoculte n'est pas suffisant pour qu'il soit vraiment performant. Il faut que beaucoup de personnes participent à ce test pour que, économiquement, la communauté, notre pays ait un retour positif. Voilà, puis qu'on puisse arriver à un diagnostic fiable sur le nombre de personnes qui va avoir 76% effectivement de sensibilité. Et la coloscopie a 96% de sensibilité, mais on va faire le test à beaucoup plus de personnes, alors que la coloscopie, ce sera beaucoup moins de personnes. Et pour compenser ce défaut de sensibilité, il faut avoir beaucoup plus de monde qui accède. Et il faudrait idéalement qu'il y ait plus de 66% des personnes de plus de 55 ans qui fassent le test. Et donc, vous le disiez, on en est à 40. On en est à 44, mais c'est ça. L'objectif du programme de santé publique, c'est de faire baisser la mortalité. On la fera baisser quand on atteindra ces 66% dont parle le médecin. Et si le test est positif, qu'est-ce qui se passe ? On vient vous voir à ce moment-là ? Alors déjà, la première chose, qu'il ne faut pas le refaire. Quand il est positif, il est positif parce que... Il n'y a pas de faux positif C'est pas le problème. C'est que si vous l'avez fait une fois, on a dit que son point faible, entre guillemets, c'était sa mauvaise sensibilité. Vous allez exposer votre patient à un test qui va être négatif, mais c'est pas son rôle. Donc s'il est positif, on le fait qu'une fois et on va effectivement à la coloscopie. Ça, c'est un message qui est bien placé parce qu'il y a 90% des personnes qui ont un test positif qui font effectivement leur coloscopie. Alors, idéalement, il faudrait 100%, mais 90%, c'est un des meilleurs scores de tous les pays qui font actuellement le test de dépistage. Alors, la coloscopie, on l'a fait. Si le test est positif, quels sont les autres cas dans lesquels on ne passe pas par le premier test et direct? Alors, c'est important, effectivement. Il y a des situations où il ne faut pas faire le test immunologique, le test fécal. La première situation, c'est quand la personne a des symptômes. S'il y a des douleurs, s'il y a un trouble du transit avec une constipation ou une diarrhée inhabituelle, si la personne a du sang dans les selles ou une altération de l'état général, enfin bref, si elle ressent pas les symptômes, si elle ressent des symptômes qui sont vraiment inhabituels, là, il faut être très prudent et surtout ne pas faire un test immunologique puisqu'on va tirer des conclusions probablement erronées. La deuxième situation, c'est quand il y a des antécédents de cancer colorectal au sein de la famille, chez les apparentaux premier degré, donc le papa, la maman, les frères et sœurs et aussi les enfants. Il faut savoir le rappeler aux parents quand on découvre un cancer colorectal chez quelqu'un de jeune. Et ça, c'est les situations les plus courantes, si vous voulez.
Est-ce qu'il y a des maladies aussi qui prédisposent au cancer colorectal? Enfin, en tout cas, pas des maladies, mais ou des allergies. Je pense à les maladies cœliaques ou des choses. Alors, il y a des situations où effectivement les personnes vont être dans des populations dites à haut risque ou très haut risque. Mais ça, paradoxalement, c'est assez rare. C'est environ 5 à 10% des indications de coloscopie. Et il y a des maladies inflammatoires chroniques comme la maladie de Crohn, la rétocolite, quand elle dure depuis plus de 10 ans et sous certaines conditions, où là, on fait une surveillance qui est très serrée tous les 2 ans. Et puis après, il y a des formes familiales. Serrée sous coloscopie. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on fait une coloscopie et on va proposer un nouveau contrôle 2 ans plus tard, alors qu'habituellement, le rythme de surveillance, c'est 3 ans quand il y a des polypes et 5 ans quand la coloscopie est normale. Est-ce qu'il y a une limite d'âge en dessous et au-delà de laquelle on ne fait plus de coloscopie? Alors, la limite d'âge, il faut faire la différence entre une décision qui est un dépistage de masse, comme c'est le cas pour le test immunologique, où là, effectivement, oui, il y a une limite d'âge qui est de 74 ans, parce qu'on part du principe qu'après 74 ans, il y aura beaucoup d'autres pathologies qui vont pouvoir venir interférer, d'autres cancers, la maladie d'Alzheimer, des maladies cardiovasculaires. Donc, ça ne se prête pas à une décision de masse. Mais après, quand vous avez un patient qui est en face de vous, vous êtes sur des dépistages qui est individuel. Donc, c'est au cas par cas. Et effectivement, maintenant, on est de voir une personne en parfaite santé avec toute sa tête, très autonome à 80 et plus, c'est absolument pas inhabituel. Et donc, dans ce cas-là, au cas par cas, si la personne a bien compris les tenants et les aboutissants du dépistage, on peut tout à fait proposer une coloscopie. Alors, puisqu'on en parle, on va voir comment ça se passe. Je vous propose maintenant de nous rendre à la clinique des Cèdres grâce au reportage de Charlotte Faulkner. La coloscopie reste aujourd'hui le moyen le plus fiable de détecter des anomalies du côlon. Avant l'examen, un rendez-vous est pris entre le patient et le gastro-entérologue. Le but, expliquer l'intervention tout en rassurant le patient. La coloscopie, en fait, c'est un examen où on va passer effectivement avec une caméra à l'intérieur de votre intestin et explorer, vérifier qu'il n'y a aucune anomalie décelable. Donc, c'est un examen qui se fait sous anesthésie générale, c'est-à-dire qu'on vous endort complètement pendant l'intervention, comme ça vous ne ressentez rien et vous ne voyez rien. Très bien. Le plus difficile pour vous, en réalité, ça ne va pas être tellement l'examen, puisque vous ne verrez rien, vous ne ressentirez rien, c'est surtout la veille de l'intervention, il va falloir nettoyer votre intestin. Pour cela, un régime alimentaire spécifique est prescrit, pas de fruits ou encore de légumes. La veille de l'intervention, le patient doit prendre un produit pour nettoyer le côlon afin de pouvoir détecter les potentiels polypes. Donc les polypes, ça correspond un petit peu à ce genre de choses. Donc vous voyez, vous avez des petits polypes qui ressemblent à des petites excroissances. Parfois, c'est des polypes qui ont un petit pied, donc qu'on peut aller sectionner. Et parfois, on peut tomber sur des polypes qui sont nettement plus gros, nettement plus larges, qui occupent une bonne partie de l'intestin. 3 semaines plus tard, direction le bloc. Après l'anesthésie, l'examen s'effectue grâce à un coloscope qui permet de voir et de pouvoir retirer les polypes. Et donc on voit bien, juste au bout, on a un petit canal opérateur dans lequel on peut passer les instruments et on a un petit canal où on permet d'insuffler de l'air ou de laver. Et ici, il y a la petite caméra et on a trois LED qui permettent d'éclairer à l'intérieur. On a donc les molettes qui permettent de se mobiliser dans à peu près toutes les directions, en fonction de là où on veut aller. Après l'intervention, le médecin fait ensuite un point avec le patient. Écoutez, ça s'est très bien passé. Le docteur m'a dit qu'il m'avait enlevé 2 polypes qui étaient a priori bénins. Mais autrement, l'examen, j'ai rien senti, j'ai rien vu, j'ai rien entendu. Donc non, vraiment, c'est totalement anodin. Un examen qui permet donc à ce Grenoblois d'être tranquille pour les 5 années à venir. Alors tous les 5 ans, pourquoi ce laps de temps, docteur Girard ? Alors en fait, le rythme de surveillance, la finalité, c'est qu'il n'y ait aucune pathologie entre 2 examens, ce qu'on appelle la pathologie de l'intervalle. Et ce délai entre 2 examens, il va être conditionné premièrement par la qualité de la préparation. Et vous avez vu sur le film qu'on vient de voir que tout était très, très propre. Et si la coloscopie est mal préparée, on ne va pas pouvoir tirer des conclusions satisfaisantes. Et du coup, on va rapprocher le contrôle suivant.
Est-ce que... Oui. Et s'il y a des polypes aussi, suivant la taille, le nombre et la forme des polypes, le praticien va déterminer la date du contrôle suivant. Et quand la coloscopie est très propre, qu'il n'y avait pas ou peu de polypes et qu'on n'est pas dans des situations à risque familial particulières, en général, on propose un contrôle à 5 ans, en sachant que si jamais il y a des symptômes entre 2 coloscopies, il faut revoir son médecin traitant dans un premier temps, son spécialiste si besoin, pour déterminer s'il y a besoin de rapprocher l'examen suivant. Est-ce que l'on sait ce qui cause les polypes ? On a vu de très belles images à l'instant d'évolution de différents types de polypes. Mais... Alors là, la situation la plus fréquente, encore une fois 80%, c'est la pathologie sporadique. Donc c'est génétique. On sait aussi qu'il y a des facteurs environnementaux et de plus en plus on s'aperçoit que l'obésité, le tabac, l'alcool, la sédentarité, la consommation de viande rouge favorisent la survenue des polypes et du cancer colorectal. Mais on est plus plutôt que de cerner les facteurs favorisants, on est plus dans l'action avec soit le dépistage immunologique, soit par la coloscopie. Il y a 2 sortes de polypes. On va voir des images. Alors, le premier, est-ce que vous pouvez nous le décrire ? Pour l'instant, on ne le voit pas. C'est un côlon très propre. Il va arriver. Voilà, avec... voilà. Donc, c'est un polype... Alors là, c'est un polype qui est pédiculé. Voilà. Et alors, qu'est-ce que c'est que le petit instrument là ? C'est l'anse, c'est un petit lasso en métal et dans lequel le praticien va faire passer un courant électrique. Et ce courant électrique va à la fois sectionner et à la fois coaguler. Et donc ça permet d'avoir une coupe qui est parfaite. Et il y a eu énormément de progrès dans notre capacité à enlever les polypes dans leur forme, dans leur taille et dans la gestion des complications, qui reste rare, mais on est de plus en plus armé pour fermer les perforations et bloquer les hémorragies. Alors on va voir un autre type de polype qui s'appelle le polype blanc, qui est un petit peu plus difficile à enlever. Ça dure combien de temps une coloscopie ? Le temps qu'il faut. Donc en moyenne, c'est... alors là, vous voyez sur les images, vous voyez que le dessous est bleuté parce que préalablement, on a injecté un produit pour créer un espace virtuel, pour se faire un petit peu plus de place. Et on voit très très bien, on recoupe, et jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien du tout, on coupe pour que la coupe soit parfaite. Et votre question, c'était ? Ça dure combien de temps ? Alors, en général, on prévoit une demi-heure. Des fois, ça peut durer 1 heure, 1 heure et demie. Il faut faire les choses correctement. Qu'est-ce qu'il advient des polypes qui ont été retirés ? Alors, le retirer, c'est une chose, effectivement, et le temps très important, c'est de les récupérer. Parce que quand vous allez retirer le polype, vous allez arrêter localement le processus qui fait que plus tard, ça va devenir cancéreux. Un peu comme un jardinier qui va enlever des mauvaises herbes. Mais l'analyse au microscope, elle va permettre de dire au praticien, voilà à quel moment on en est de l'évolution de ce polype. Est-ce que c'est au tout début ? Est-ce qu'il est presque cancéreux ? Est-ce qu'il est déjà cancéreux ? Si jamais il est cancéreux, est-ce que les racines ont été enlevées en profondeur, auquel cas il n'y a pas besoin d'opérer ? Ou est-ce qu'il faut compléter par une opération s'il reste des petits fragments voilà. Donc l'analyse du polype, c'est un temps qui est primordial. Ce qui est important de dire, c'est que le facteur temps est essentiel. On peut, si le cancer colorectal est pris suffisamment tôt, c'est un cancer qui peut se guérir. Ah, ça, c'est la clé de voûte de toute la prise en charge. C'est-à-dire que quand vous avez un cancer colorectal qui est pris au début, un stade A, vous allez avoir 95% des patients qui vont être guéris. Et quand vous êtes à des stades beaucoup plus avancés, si vous avez un patient avec des métastases d'emblée ou des métastases qui apparaissent au cours du suivi, ben là, la guérison est beaucoup plus aléatoire. Donc c'est vrai que la précocité du diagnostic, c'est un enjeu qui est majeur. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment rester à l'écoute de son corps s'il y a des symptômes inhabituels et bien être à l'écoute de ce qui s'est passé autour de soi au sein de sa famille. Et ça, c'est le médecin généraliste ou l'ODLC, la campagne Mars Bleu. Le lien, c'est le médecin traitant au départ, hein, c'est sûr. C'est en parler à son médecin traitant et c'est lui qui oriente vers le gastro-entérologue et qui remet le test aussi. Rôle essentiel.
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Merci évidemment à vous, Vincent Templard. Merci Marie-Caroline. On se au mois retrouve, prochain. oui, on se retrouve très très vite pour un prochain check-up. En attendant, portez-vous bien. À très vite. Check-up vous est présenté par l'agence santé de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes.